Je veux qu'on me foute la paix. Merci, c'est pas facile à trouver. Vous avez un emploi, monsieur Lebowski? Super, monsieur. Super. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. C'est l'heure. C'est l'heure du... Critique du cinéma. Dans toute vie d'un cinéphile, il y a un jour où on découvre un style ou un réalisateur dont on devient immédiatement hermétique, voire clairement même allergique. On peut comprendre tout le bien que certains puissent en dire, mais on ne peut vraiment jamais le ressentir. L'explication à tout de l'incompréhensible, et elle est propre à chacun. Ça montre une bonne fois pour toutes que l'objectivité a toujours ses limites, et donc que celle-ci est toujours un tant soit peu subjective. Maintenant que ce constat est fait, on va parler du deuxième réalisateur qui me donne envie de régurgiter son magnifique bœuf bourguignon que j'ai mangé ce matin. Et non, le premier c'est Haneke, mais ce n'est donc pas lui le deuxième. Le deuxième c'est bien Emmanuel Mouret, avec son affreux chronique d'une liaison passagère. Et que j'étais sans doute pas à bon plan. Ah non, ça tu me l'as pas dit. C'est simple, on ressent une attirance l'un pour l'autre, on se plaît, on fait pas de plan sur la comète. Arrête avec cette idée de tromper ta femme. Tu l'aimes? Ah bah oui. Bah voilà, donc ça veut dire que tu la trompes pas. Nous, on se voit pour d'autres choses. On va profiter du temps qui nous reste. On va se faire du bien, sans penser au futur. Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à n'éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur complicité. Alors juste d'abord, petit aparté, parce que ce synopsis me fait déjà chier. On est obligé de catégoriser la femme comme mère, et alors qu'elle en parle certes, mais qu'on voit jamais ses enfants, et qu'elle en parle au bout de vraiment longtemps dans le film, en sachant que l'homme marié qu'on est en train de dire, celui du synopsis, c'est la même chose, il a des enfants et on l'appelle pas père. Pourtant, bordel de cul, lui, il fait qu'en parler. Alors c'est pas grand chose, c'est dans le synopsis, c'est pas dans le film, mais c'est déjà une catégorisation où je trouve ça infâme et que je trouve ça complètement débile et ça m'énerve un tant soit peu. Bon, on va se calmer un peu et parler un peu du projet en lui-même, mais promis, après je vais le tartiner le film comme Jaja. On va parler un peu de l'auteur, déjà Emmanuel Mouret, qui est un cinéaste de 52 ans né à Marseille, qui habituellement joue assez fréquemment, un peu comme Woody Allen, les rôles principaux de ses films. Et d'ailleurs, un peu comme une période de la vie de Woody Allen, il aime bien faire des comédies romantiques un peu légères, mais qui sont écrites de telle manière à ce qu'il y ait un peu plus de profondeur qu'on le pense. T'as vu, c'est la société, c'est intelligent. Alors, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia, puisque moi, je n'avais jamais vu un film du monsieur, et que Chronique d'une liaison passagère était ma première incursion dans le cinéma du dandy de la Canebière. Pour le film en lui-même, j'ai pas vraiment d'infos importantes à te donner, à part que, on peut le dire, Emmanuel est pote avec Titi Frémaux, puisqu'il était présenté à Cannes Première. Maintenant qu'on a introduit le sujet, allons-y. Et je vais commencer par les choses que j'ai trouvées sympathiques dans le film pour finir sur mon véritable ressenti devant l'œuvre. Donc, qu'est-ce qui est bien dans cette œuvre? Et déjà, la prestation des deux acteurs des deux acteurs principaux sont sublimes. Que ce soit Vincent Macaigne, jouant le benet un peu drôle et sensible, avec Maestria et Sandrine Kiberlin, jouant la femme forte, sûre d'elle, avec beaucoup de réussite, le duo marche plutôt bien. Et c'est assez plaisant de les voir évoluer devant la caméra. On notera l'arrivée d'une personne en plus au milieu de l'histoire, qui ne transcende pas des masses, mais qui reste acceptable. Et c'est d'ailleurs déjà une grande force, c'est que les deux acteurs principaux, que sont Vincent Macaigne et Sandrine Kiberlin, sont en tout cas pour moi des gens que j'apprécie plutôt, parce que je trouve leur palette d'acteurs extrêmement intéressante et leur jeu tout autant. Et j'aime voir ces gens faire des choses devant l'écran. Donc, rien de pornographique, faire des choses théâtrales. Mais du coup, c'était déjà un point qui était assez important pour moi. Et qui d'ailleurs, c'est une des choses du pourquoi je suis allé voir le film à l'origine. La deuxième chose, c'est la photographie que je trouve vraiment jolie. On sent l'idée d'ambiance un poil plus criard, donnant un peu plus l'idée
d'un conte qu'une réalité. Tout ça contrebalancé par des lumières fortes qui donnent l'impression d'être dans une pièce de théâtre. C'est raccord avec la volonté du réalisateur et c'est assez joli. Même Paris semble bien mis en valeur et sort du carcan habituel Tour Eiffel, Montmartre, périphérique pour montrer la ville. C'est plus typique et c'est mieux photographié. On aura même des décors un peu plus naturels qui sont vraiment très très sympathiques et qui nous donnent un peu des proximités avec ce qu'on pourrait appeler des natures mortes. Et je trouve ça vraiment très très joli. Le film aussi est très bien écrit. Et même si cela ne me convient pas en écriture, et je pourrais l'expliquer tout à l'heure, je ne peux nier l'efficacité du texte donné devant moi. Oui, c'est très paradoxal ce que je suis en train de dire, mais c'est un peu comme quand j'ai essayé de lire Proust ou Tolkien. Je vois bien que c'est des extrêmement grands écrivains, mais je n'arrive pas à adhérer à ce qu'ils essayent de me dire, parce que je m'ennuie dedans. C'est comme ça. Par contre, on se calme de suite. Je suis absolument pas en train de comparer Tolkien et Proust avec l'écriture de ce film. L'écriture de ce film est sympathique, mais Tolkien et Proust, c'est quand même autre chose. Et dernier point, l'affiche. L'affiche, je la trouve exceptionnelle. Certes, elle emprunte énormément à Punch Drunk Love de PTA, de Paul Thomas Anderson, excusez-moi, qui est peut-être un des films les plus cool de Adam Sandler et clairement un très grand PTA. Et cette affiche, elle est du plus bel élevé. Est-ce une vraie raison de voir le film ? Non. En tout cas, je ne pense pas. Mais il faut le dire quand la communication du film est aussi réussie. Et là, pour le coup, c'est fait. Que ce soit d'ailleurs avec l'affiche, mais aussi avec la bande-annonce du film. Les deux étant extrêmement bien gérés par la société de production ou par Emmanuel Mouret, je ne sais pas. C'est dire quand même, quand je commence à parler de ça, c'est que c'est pas fameux. Petite ambiance aussi musicale qui n'est pas affreuse, mais où j'aurai des choses à dire après. Alors pourquoi tu ne dois pas voir ce film ? Non, je rigole. D'ailleurs, je ne te dirai jamais de ne pas voir un film, je pense qu'on doit voir tous les films. Mais je vais te dire pourquoi d'ailleurs je ne l'ai pas aimé. Et c'est d'ailleurs des fois intéressant d'aller voir des films qu'on n'aime pas ou qu'on ne va pas aimer, parce que ça peut nous donner un aspect critique différent, et ça peut des fois nous ouvrir aussi, et qu'on soit surpris de tomber sur un bon film. Là, pour moi, ce n'est pas le cas. Le film semble avoir été fait déjà par des bobos parisiens pour des bobos parisiens et ne relatant que des problèmes de bobos parisiens. Ce qui est assez paradoxal quand on sait que le monsieur est né à Marseille et a vécu quand même une bonne partie de sa vie à Marseille, ce qui fait qu'il n'est pas du tout parisien. Mais c'est l'image qu'on peut s'en faire en tout cas du bobo parisien. Et en soi, ça, c'est pas aucunement un problème. Sincèrement, moi je peux comprendre qu'on puisse être un peu plus dans cette idée-là et arriver à apprécier ce genre de choses-là. Malheureusement, moi ça m'a sorti complètement du récit parce que je n'ai pas réussi à avoir de biais cognitif et de biais de relationnel avec ces personnages. Je ne me suis jamais senti concerné par les choses qu'ils allaient vivre et ces gens-là m'ont paru du coup un petit peu antipathique. J'avais l'impression de vivre des choses à des années-lumière de leurs préoccupations et de leur vie. Ça veut nous parler d'amour, certes, c'est bien, mais avec une façon de le faire qui est possible que si tu payes un loyer, un appartement à plus de 9 000 € le mètre carré. Et moi, c'est pas mon cas. Et vu que le film repose en grande partie sur l'aspect émotionnel que peuvent te donner les deux acteurs, si tu t'en tamponnes le coquillard au bout de 15 minutes car tu n'arrives pas à avoir d'empreinte émotionnelle avec eux, eh bien le film te paraît un peu long. Et clairement chiant, il faut être honnête, même s'il y a 2-3 passages où ils arrivent à te donner un peu de quelque chose de drôle, on est plus sur du rire de gênance que sur du vrai rire, et c'est un peu gênant. Tu rajoutes à ça une mise en scène très théâtre filmé qui utilise beaucoup de plans fixes et qui joue énormément sur le hors-champ avec certes de beaux cadres, de beaux décors, mais qui utilise tous les codes de surjeu et d'acting proches de Molière, eh bien je me sens encore plus en dehors du film, complètement décontenancé, et j'ai plus l'impression de voir un film, j'ai l'impression comme ta pote à l'épaule en me disant t'as vu c'est pas un film, t'as vu c'est pas un film. Et en plus vraiment dans un film ce qui fait que ça fonctionne, c'est la suspension consentie d'incrédulité. Et sincèrement, après ce film-là, elle est mortière, véritablement. Et en plus de ça, tu rajoutes encore à la mise en scène une vraie idée de merde. Mais là, je le dis, c'est une idée de merde. C'est d'avoir un mixage son qui ne varie jamais. Que les acteurs soient proches ou loin de la caméra, les effets sonores, les musiques et toute leur voix est toujours au même niveau sonore, ce qui fait que même s'ils sont proches ou loin, t'as l'impression que c'est des voix préenregistrées. Et bordel de cul que c'est nul. Et là, tu atteins vraiment pour moi le summum de la bouffonnerie. Ce film, il fait faux, il me crie dessus, je ne suis pas ce que tu crois, que tu vois. Du coup, comment tu veux que je vois quelque chose ? Je n'arrive à n'avoir, ne serait-ce
qu'aucune once d'émotion parce que j'ai l'impression que tout ce que je vois n'existe pas. Oui, c'est un conte, oui, tout ça, mais le cinéma, moi, ça m'a fait croire aux dragons dans Game of Thrones. Ça n'a pas d'importance, ça. Et là, par contre, j'ai l'impression qu'on me dit que c'est faux, alors que c'est une histoire qui pourrait être totalement vraie. C'est ça qui est le comble de ce film. Je ne sais pas si ce que je dis est compréhensible, mais l'idée même de raconter une histoire et de t'immerger dans un univers où tu crois aux choses de cet univers. Là, j'ai l'impression que toutes les 10 minutes, on vient me secouer en me disant de toute façon, c'est faux. Là, crois pas ce que tu vois, c'est faux, c'est de la merde. Écrit par Emmanuel entre deux Chianti et ça me saoule. Et malheureusement, ce n'est pas fini, hein. J'essaie de me calmer un peu, mais j'ai encore un sacré reproche à donner au film. Il est niais, mais niais à un niveau stratosphérique. Tellement niais que par sa niaiserie, tout devient cliché. Un personnage stéréotypé qui a comme leitmotiv la naïveté jouée par Monsieur Vincent Macaigne, qui va t'annoncer bon nombre de ces écarts avant même de les faire, qui va amener des situations cocasses à l'aide d'un char d'assaut. Exemple, hein, et je spoil, alors ceux qui n'ont pas vu le film, déjà bravo, je crois que vous avez raison. Et si vous voulez le voir, fuyez ce podcast, allez voir cette merde, et après, écoutez-le, parce que quand même j'ai envie qu'il y ait des vues, hein, t'as vu, monnaie. Du coup, il y a une scène de plan A3, et lui raconte qu'il aime prendre un livre dans une librairie au hasard et lire un passage dans le livre, parce que je suis un bobo parisien. Et devinez ce qu'il va lire. Oui, devinez ce qu'il va lire. Eh ben oui, tu l'as compris. Ça va parler de sexe et les inciter à le faire. Je te jure que c'est exactement la scène. Tu l'as compris. C'est vraiment cliché, niais comme pas possible. Et du coup, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ce film, il aurait pu être intéressant. Ça m'énerve parce que j'aime bien les acteurs. Ça m'énerve parce que j'avais envie d'aimer ce film. Et merde. Voilà, je le redis, c'est chiant à mourir d'avoir des films où tu as l'impression que c'est pour personne. Je ne sais pas pour qui est ce film. Je ne vais pas plus m'étendre sur le film car j'ai compris une chose à son visionnage. Demain, quelqu'un me dit que c'est son film préféré de l'année, je pourrais le comprendre quand le film est typé pour un certain public que je ne suis pas. Et même si j'adore la diversité cinématographique et que je peux essayer de plein de styles visuels et scénaristiques extrêmement différents en appréciant chacun d'eux, j'ai aussi mes limites. Et je crois que j'ai trouvé ma limite, et elle s'appelle Emmanuel Mouret. Si un jour quelqu'un me veut du mal, il n'a qu'à mettre l'intégrale de ses films pour me punir avec une violence absolue. Et pour finir avec un peu plus de légèreté, aimez ce que vous voulez. Et moi j'ai dit que j'ai pas aimé ce film, si vous l'avez aimé, tant mieux. Celui qui va vous dire qu'il ne faut pas aimer ce film-là, c'est lui qui est bête. Et moi je pense que dans n'importe quelle œuvre réside un amoureux et un haineux. Aujourd'hui je suis le haineux, et je te dis à la semaine prochaine pour, je l'espère, redevenir l'amoureux. Pas trop fait engueuler, on dirait. Figurez-vous qu'on a un destin. C'est la fin du cinéma. Mais je crois que le cinéma existera toujours.